Bonjour à tous, bienvenue sur l'émission Top Sécu d'Agnews Sécurité. Alors je rappelle à nos auditeurs que l'émission Top Sécu met en lumière des cofondateurs, des fondateurs d'entreprises françaises, européennes, et qui viennent nous expliquer sur ce plateau pourquoi ils ont fondé ces entreprises et où en sont-elles aujourd'hui. Alors j'ai le plaisir aujourd'hui tout particulièrement d'avoir invité Joseph Lévy. Bonjour. Bonjour Virginie. Alors Joseph, je rappelle que vous êtes fondateur et président du groupe ITQ Sécurité et vous allez nous expliquer tout à l'heure quel est ce groupe. Thomas Lecause, bonjour. Bonjour Virginie. Alors Thomas, vous êtes d'ailleurs déjà venu sur ce plateau et vous êtes cofondateur et président d'Arsène. Et on va expliquer après ce qu'est Arsène. Alors le point commun entre vous deux, c'est que vous venez tous les deux d'un univers de l'IT. Et justement, Joseph, je disais univers de l'IT, puisque vous avez démarré votre carrière dans un premier temps chez Tech Data, puis vous êtes allé après chez Hewlett Packard, avant de créer ITQ Sécurité. Alors pourquoi, d'un seul coup, avez-vous décidé de créer une société et d'aller vers l'univers de la sécurité ? Effectivement, donc j'ai fait mes classes dans deux belles entreprises américaines, donc Tech Data qui est grossiste informatique et Hewlett Packard qui est, comme tout le monde le sait, fabricant informatique. Et on sait que l'IT, aujourd'hui, est une composante importante dans le milieu de la sécurité. Tous les systèmes convergent par les réseaux IP, donc que ce soit l'intrusion, la vidéo, le contrôle d'accès. Et effectivement, la création d'ITQ étant développeur dans l'âme, c'est une histoire de rencontre. Une rencontre avec Ivan Marciano, qui est mon associé, qui lui était un des précurseurs dans la vidéo sur IP, et moi plus dans le développement. Donc c'était un mariage visiblement qui marche bien. Et qui fonctionne bien, c'est parfait. Alors justement, cette entreprise que vous avez créée avec votre associé, Ivan Marciano, vous vous positionnez aujourd'hui comme une entreprise qui propose des solutions de sécurité globale. Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus ? Alors tout à fait, nous sommes aujourd'hui un acteur global dans le milieu de la sûreté-sécurité. Notre ADN historique, effectivement, c'est la technologie. Donc on a démarré lors de la fondation du groupe en 2011 par installateur, intégrateur, vidéo, alarme, contrôle d'accès. Et donc aujourd'hui, par la force des choses et par les différentes acquisitions du groupe, nous sommes aujourd'hui un acteur global tant sur la partie technologique que sur la partie humaine. Donc on peut dire qu'on est un acteur global aujourd'hui. Voilà, et on reviendra tout à l'heure justement sur ces différentes acquisitions et croissance externe. Lorsqu'on a préparé l'émission, vous m'avez expliqué que vous aviez beaucoup de certifications, APSAD R81, APSAD R82, APSAD P3. Vous avez également la certification qualité ISO 9001. Pour vous, c'est très important, ça, ces certifications. Pouvez-vous nous en dire un petit peu ? On a voulu tout de suite se démarquer dès le départ pour faire notre place. On démarrait d'une feuille blanche, donc on a voulu se démarquer par effectivement la certification et les certifications pour avoir un gage de sérieux et de qualité auprès de nos clients. Donc effectivement, sur la partie sûreté, R80, R82, et ensuite logiquement sur la partie qualité, donc 14001 et ISO 9001. Donc effectivement pour nous c'est vraiment très important. Et pour vos clients aussi, c'est-à-dire que lorsque vous leur signifiez ces certifications, pour eux ça leur parle, c'est important ? C'est très important et c'est un gage de sérieux et de qualité. Très bien. Merci Thomas. Je me tourne vers vous. Alors en 10 ans, vous avez fait énormément de choses. Puisque vous avez été diplômé de l'école des hautes études d'ingénieur Junia en 2013, si je ne m'abuse, et puis vous avez démarré tout de suite comme business developer et digital marketer dans une start-up qui vendait à l'époque une solution mobile B2B. Et puis vous avez ensuite été consultant, développeur d'abord web, puis consultant, et en 2007, vous avez décidé de cofonder une première société qui s'appelait à l'époque Nativio, qui était une agence de conseil et de développement pour accompagner les entreprises dans leur transformation numérique. Et puis, en 2021, c'est là que vous cofondez
Arsène, impressionnant quand même en 10 ans, tout ce que vous avez fait. Est-ce que vous vous êtes dit dès le départ, je vais fonder une entreprise? Est-ce que c'était votre souhait? Est-ce que c'était une évidence? Je pense que oui. Le désir d'indépendance et l'envie de faire les choses à ma façon, ou de répondre à des problèmes avec le moins de contraintes possible, avec plus de risques, était très fort et c'était assez évident du coup dans mon parcours. Ouais, c'était quelque chose d'évident. Alors Arsène, dans le secteur de la cybersécurité, vous allez nous expliquer un petit peu, voilà, vous dites être un acteur qui bouscule les codes de la gestion du risque humain en cybersécurité, et puis vous nous dites qu'aujourd'hui, la grande majorité des cyberattaques ont recours à l'ingénierie sociale. Qu'est-ce que vous entendez par là? Quand on a créé Arsène, c'est une frustration de voir qu'il y avait plein de solutions qui existaient pour entraîner l'élément humain. La sensibilisation, c'est un sujet qui est partout, qui est dans la norme ISO notamment. Et malgré ça, encore aujourd'hui, 41% des cyberattaques, l'accès initial, le pied dans la porte de la part du cybercriminel, vient de la compromission du collaborateur. Et on a voulu changer ça, et donc développer une méthodologie, une plateforme qui nous permet de l'appliquer à l'échelle. Oui, tout à fait. Alors, c'est ce que vous dites, et vous le soulignez bien, la grande faille, c'est l'humain, avant tout. Et vous nous disiez qu'en simulation d'attaque, entre 8 et 15% vont donner leur mot de passe. C'est quand même incroyable. C'est incroyable, en même temps, c'est parce qu'on a des solutions aujourd'hui très techniques qui ne prennent pas forcément en considération la façon dont l'humain réfléchit, et qu'il y a une énorme différence entre la théorie, enseigner des concepts en espérant qu'ils soient appliqués, et la pratique qui est l'application de ces concepts. Et c'est en grande partie pour ça que les efforts de sensibilisation aujourd'hui ne se traduisent pas par une meilleure sécurité ou quelque chose de tangible, et qu'on a encore comme premier vecteur d'attaque aujourd'hui le phishing, qui est juste un simple email qui vise à voler des mots de passe. Et effectivement, à une difficulté relativement élevée, modérément élevée, selon certains standards, on a entre 8 et 15% des personnes qui reçoivent un email de phishing qui vont non seulement cliquer sur un lien, mais en plus saisir leurs identifiants qui permettront demain de mener à bien l'attaque. Et vous nous disiez également que la fraude aux résidents existait toujours. Alors là, j'étais étonnée parce que je pensais qu'il y en avait de moins en moins, mais vous me dites non, ça continue bien. Oui, tout à fait. C'est un truc qui paraît vieux et donc tout le monde est au courant qu'il ne faut pas faire un virement. Néanmoins, effectivement, il y a des attaques qui continuent de perdurer, et des grosses attaques. Toyota, qui a probablement un très bon contrôle de gestion, a perdu 37 millions sur ce type d'opération en 2018. Et on en voit encore aujourd'hui de plus en plus. Ces attaques ont la particularité de ne pas forcément avoir de malware ou de lien particulier pour attaquer, donc sont plus difficiles à détecter par des moyens de détection, et donc on revoit cette attaque-là qui est moins médiatisée que le ransomware, mais qui coûte aujourd'hui plus cher. Est-ce qu'on peut dire que justement aujourd'hui, ces réseaux, puisque ce sont des réseaux maintenant, sont de plus en plus, sont de mieux en mieux organisés, et que donc c'est de plus en plus difficile à déceler? Il y a deux choses. Il y a leur organisation qui est effectivement qui est très structurée. Alors, il y a toujours des acteurs isolés, mais on voit des groupes de cybercriminels qui sont très organisés, en effet. Et ensuite, pour ce qui est de leur capacité à être détectés ou non, et c'est aussi plus dur parce que c'est une guerre asymétrique. Au final, on est une grande entreprise, on a plein de collaborateurs, donc on a une surface d'attaque humaine qui est importante. On peut rentrer par n'importe lequel des collaborateurs, versus un attaquant pour de l'accès initial qui peut être isolé ou un groupe de personnes. Alors, la typologie de vos clients, vous êtes plutôt sur des clients, des entreprises, j'allais dire des grosses PME, mais surtout des grands groupes, puisque vous disiez que vous étiez à minima sur des structures qui avaient à minima 1200 collaborateurs. C'est bien ça? Alors, on en a qui sont un petit peu en dessous, mais effectivement, la moyenne est entre 1200 et 1500 personnes. Le fait est que plus l'entreprise est mature, plus elle veut aller plus loin que juste faire un peu de sensibilisation. Et deuxièmement, plus il y a de collaborateurs, encore une fois, plus la surface d'attaque, les points d'entrée potentiels sont nombreux, donc on a plus de valeur à apporter. Très bien. Et vous nous disiez également que vous étiez à peu près sur un traitement de 150 000 mails par mois.
Ouais, parce que du coup, nous, on entraîne le collaborateur, on l'évalue et on l'entraîne par de la simulation, parce que ce qui nous apporte, c'est le comportement pratique et pas leur connaissance théorique. Et du coup, on est obligé d'envoyer de l'email de phishing pour vérifier leur comportement ou les entraîner par la pratique. Et en cumulant le nombre de collaborateurs qu'on a sur la plateforme, effectivement, aujourd'hui, on envoie un grand nombre d'emails de phishing, plus que certains groupes de cybercriminels d'ailleurs, ce qui nous amène à des scores assez impressionnants. Très bien. Alors, vous êtes encore une jeune entreprise, mais depuis la dernière fois qu'on s'était vu, en un an, vous avez grossi. Vous êtes aujourd'hui à 10 collaborateurs. Quel est le profil de vos collaborateurs ? Alors, comme toute start-up qu'on peut appeler jeune pousse ou early stage, on a une équipe technique qui est assez conséquente. Donc on a essentiellement des ingénieurs, mais aussi des personnes qui ont juste, par la pratique, développé des très bonnes connaissances et des très bonnes capacités à développer. Donc on a un peu plus de la moitié des collaborateurs qui sont très techniques pour nous aider à développer une plateforme qui est la plus performante possible, la plus stable et la plus réaliste possible en termes de simulation. Et on a des profils qui sont là pour accompagner nos clients dans la meilleure utilisation de la plateforme et le meilleur usage pour avoir le plus grand impact sur les collaborateurs. Donc plutôt des profils commerciaux et marketing. C'est ça. Entendu. Très bien. Alors, on le voit, de toute façon, on le sait que dans la partie cyber, les entreprises sont en plein développement. On est aux prémices, voilà. Mais néanmoins, même si les entreprises dans le domaine de la sécurité-sûreté sont un peu plus anciennes, il y a encore de très beaux jours, je crois, pour ces entreprises. Et c'est le cas, en tout cas, pour votre entreprise, Joseph. Vous n'avez pas de soucis à ce niveau ? Non, tout à fait. Effectivement, je pense qu'on est dans un très bon créneau où il y a un avenir plutôt, un bel avenir devant nous. Ouais. On voit que vous avez une très très belle progression, on le disait très brièvement tout à l'heure, une belle croissance externe avec plusieurs rachats, je rappelle, en 2015, également en 2019, et puis le dernier en date en 2020 avec 5 sur 5 sécurité. Donc un marché très porteur, on le voit pour vous. Qu'est-ce que ça vous a apporté, ces différentes acquisitions ? Alors, effectivement, au départ, nous étions sur un profil intégrateur-installateur et il nous manquait quelques briques. La brique de 2015, effectivement, le rapprochement avec XL Security, l'entreprise dédiée dans la lutte contre la démarque inconnue, c'était un complément d'activité où l'intérêt, nous sommes face aux mêmes interlocuteurs, les directeurs sécurité, qui sont en charge également de cette partie-là. Donc, il y avait un intérêt intéressant et de cette activité-là. Également en 2020, 5 sur 5 sécurité, ce qui nous manquait, c'était un rêve dès le départ d'avoir un PC de télésurveillance. C'était chose faite en 2020. Qui venait vraiment compléter l'offre. Tout à fait. Donc là, effectivement, PC de sécurité, intervention et gardiennage. Donc vraiment une offre complète. Très bien. Alors, croissance externe, croissance interne aussi, on y revient avec un certain nombre de collaborateurs aujourd'hui. Vous êtes à plus de 200... Quasiment 300 collaborateurs. 300 collaborateurs. 200 collaborateurs qui vont être dédiés sur la partie 5 sur 5 sécurité, donc humaine, et une centaine de collaborateurs sur la partie technologie. Très bien. Vous l'évoquiez, vous avez évoqué la démarque inconnue. Vous avez aujourd'hui même des contrats monde par rapport à une offre justement sur cette démarque inconnue. Tout à fait. Nous avons une solution qui est reconnue aujourd'hui dans le monde du luxe et on a la chance d'avoir dès le départ, dès la création d'XL Security en 89, le rapprochement a été fait en 2015, les plus belles maisons, on va dire, de luxe qui nous ont fait confiance au niveau du territoire monde. Et toutes les ouvertures se font via cette solution aujourd'hui. Des contrats Europe également pour certaines enseignes et bien évidemment France. Et France, voilà. Alors un chiffre d'affaires qui ne cesse de s'accroître, 24 millions d'euros en 2022. Votre objectif, c'est d'atteindre 27 à 28 millions, je crois, en 2023. C'est ça, tout à fait. On démarre fortement cette année. Donc on n'a jamais eu un carnet de commandes aussi plein, donc c'est plutôt encourageant. Mais on va aller step by step. Mais pour l'instant, 2023 s'annonce de très bon augure. Voilà. Et c'est surtout la croissance au niveau sécurité électronique que vous avez une très belle croissance, tout à fait. C'est bien ça ? Voilà. Très bien. Alors, franco-français, vous l'avez dit à plusieurs reprises, et c'est ce que je disais au démarrage, et c'est le but, voilà, des entreprises françaises. En plus, vous êtes sur fonds propres.
au niveau de votre business plan, vous le dites, hein, vous le dites bien, on va aller step by step, c'est-à-dire que la croissance, oui, mais pour vous, ce qui compte en prime abord, c'est cette relation étroite avec vos clients, de confiance et de partenariat. C'est surtout ça qui prime. Hein. Tout à fait, la croissance, oui, mais pas à n'importe quel prix. Ouais, c'est ça. Donc effectivement, dans notre business model, on cherche à établir une relation. On est dans un métier de confiance. Hein. Ouais. On ne va pas céder la sécurité de nos sites, de nos enseignes à n'importe quel prestataire s'il n'y a pas une confiance établie. Donc la stratégie, c'est effectivement de créer un climat de confiance, de proximité, de réactivité, de flexibilité, contrairement à d'autres intégrateurs et acteurs de la profession. Tout à fait. Alors au niveau recrutement, vous allez continuer à recruter et puis quand je parle de recrutement, est-ce qu'il est difficile aujourd'hui de recruter des personnes ? Aujourd'hui, c'est vrai qu'on parle beaucoup de la difficulté de recruter des agents, mais dans la profession technologie, il est très très compliqué aujourd'hui de recruter des profils sur la durée. Donc il faut bâtir avec eux, il faut les faire adhérer au projet, et c'est ce qu'on essaie de mettre en place pour avoir des techniciens compétents, parce qu'aujourd'hui, ce que recherchent nos clients, c'est vraiment de la compétence. Et pourquoi ces difficultés en sécurité électronique parce que c'est un petit peu différent de la sécurité humaine où effectivement on a compris, durant la période Covid, ces personnes se sont reconverties sur d'autres métiers. Est-ce que la raison est la même ou est-ce que c'est différent ? Il y a très peu de formations de techniciens sûreté. Donc la plupart des formations se font avec l'expérience terrain. Et donc l'expérience terrain, elle s'apprend au fil du temps. Et donc c'est des professions qui sont très volatiles. Donc on a beau former les techniciens, et pour un oui ou pour un non, et ben, ils vont aller à la concurrence. Donc le but du jeu, c'est vraiment de les faire adhérer au projet pour qu'ils y restent. Parce que sans collaborateurs, au final, on ne peut pas avancer. Donc la fidélisation également des collaborateurs est importante aujourd'hui. Tout à fait. Là, on est en train, par exemple, de construire notre nouveau siège qui va être livré en fin d'année, où il y aura vraiment, on travaille beaucoup sur le bien-être au travail, etc. C'est ça. Voilà, donc c'est politique RSE et une politique. Exactement. Très bien, importante. C'est quelque chose également que vous preniez en compte au sein d'une start-up ? Oui, on est obligé. Hein. Je pense que le marché est très tendu pour les talents ou les personnes, les talents en devenir. Et effectivement, on doit non seulement trouver des collaborateurs qui partagent la vision, parce qu'en stade de jeune pousse, hein, c'est quand même un travail qui est assez intense, faire preuve beaucoup d'agilité, donc c'est très demandant. Et donc il faut partager la vision, il faut être proche des équipes et vraiment construire l'aventure ensemble et accepter aussi que la vision des fondateurs est fortement influencée par ses premiers collaborateurs et ainsi qu'aussi bien souvent offrir des participations au capital. Mais c'est des vrais sujets, effectivement. Ouais. Participation au capital, effectivement, qui aujourd'hui est peut-être quelque chose qui peut motiver les personnes lorsqu'elles sont recrutées. Alors, on parle justement aspect financier. On l'a dit, alors Joseph, vous êtes sur fonds propres. Alors vous avez décidé de lever des fonds et vous avez réussi une levée de fonds très récemment de 2,5 millions d'euros. Quels sont vos axes de développement par rapport à cette levée de fonds ? Ouais, il y avait... c'est une vraie question quand on se pose qu'on avait une société qui était autofinancée. Et faire rentrer un investisseur, ça se choisit et ça change aussi le paradigme et la façon dont on pilote son entreprise. Donc on s'est rapproché de deux fonds. Elaya, qui a la chance d'avoir outre une très bonne réputation, un portfolio et une connaissance dans tout ce qui va être deep tech. Et on a des vrais sujets, nous, de recherche sur le comportement humain, qui est la brique la moins maîtrisée aujourd'hui et qui a été négligée, je pense, et qui a besoin de recherche long terme. Et donc, il faut avoir des investisseurs qui sont capables de nous suivre sur le long terme par rapport à ça. Et donc, il fallait accélérer ces recherches, ces financements qu'on n'avait pas. Parce que c'est ce que vous dites, hein, vous, toute la partie neurosciences, c'est quelque chose d'essentiel sur votre développement. Si on veut faire changer les choses, c'est-à-dire que si on veut arrêter de faire des cours de sensibilisation ou des choses qui ne se transposent pas dans du comportement, il faut mieux comprendre le comportement humain. Ouais, c'est ça. Et les recherches sont encore
trop légère aujourd'hui, on est encore trop embryonnaire pour vraiment comprendre ce qui fonctionne. Et donc, il y a effectivement un temps long et des doctorats, enfin des thèses doctorantes, il y a tout un tas de sujets. Et pour ça, il a fallu qu'on se fasse accompagner pour pouvoir avoir les montants nécessaires. Et le deuxième fonds qui pourrait nous aider pour la partie internationalisation, qui est le fonds de French Founders, ainsi que des business angels, qui nous aident plus en conseil pour s'exporter. C'est ça, entendu. L'évolution du marché demain, comment le voyez-vous ? Très bon, malheureusement, c'est-à-dire que c'est bien pour nous, mais si le marché de la sécurité se développe, c'est qu'il y a un besoin en face qui n'est pas résolu, ce qui veut dire que le climat ne s'améliore pas d'un point de vue sécurité, mais plutôt bon. C'est un marché qui, en moyenne, sur les estimations, les plus conservateurs sont à 12%, les plus positifs sont à 18% par an, donc c'est en forte croissance absolument. Forte croissance, alors, et en même temps, comme vous le disiez, si c'est bon, c'est que derrière, on a de plus en plus de menaces, de risques, de hackers, et ces hackers évoluent aussi, puisque vous me disiez qu'ils allaient de plus en plus vers tout ce qui était conversationnel, et puis également, il y a l'IA. Alors l'IA, c'est très bien, mais aussi, on a des IA attaquants. Ouais, comme tout, l'IA, c'est un outil. L'usage qu'on fait de l'outil dépend de l'opérateur. Un sujet qui commence à se démocratiser. On avait déjà parlé lors de la précédente émission d'outils AI pour créer des attaques plus complexes. On a vu récemment ChatGPT qui a popularisé ce qu'on appelle les LLM, les Large Language Models, qui permettent d'avoir des conversations avec une IA qui se comporte comme un humain. Et il y a beaucoup d'attaques qui aujourd'hui sont difficiles et complexes à déployer à l'échelle. Tout ce qui va être les brouteurs, les arnaques aux faux supports, tout ce qui va être conversationnel. On va avoir une discussion pour amener à une compromission. Et ça devient possible avec ces technologies-là, de le faire à l'échelle. Donc on va voir des attaques qui sont avec beaucoup moins évidentes que de la pièce jointe ou un lien suspect, mais une discussion qui d'abord est anodine et va dériver vers une compromission par le dévoilement d'informations sur l'espionnage industriel ou clairement guider la personne à faire des actions qui vont permettre derrière de gagner un accès initial. Donc c'est effectivement une menace qu'on voit se développer et qui commence à être combinée aussi avec du vocal et d'autres vecteurs. Très bien. Pour terminer, Thomas, 3 mots qui définiraient votre société et vos ambitions. 3 mots. Le risque humain, ça fait 2. Et la sécurité. 3. Merci. Et vous-même, Joseph, 3 mots qui définiraient. Excellence au service de la sécurité. Eh bien, c'est parfait. Eh bien, avec ces beaux mots, je vous souhaite en tout cas de poursuivre votre activité et ces belles réussites et cette continuation dans cette belle réussite à vous deux. Et merci beaucoup. Merci à tous d'avoir écouté cette nouvelle émission Top Sécu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine émission. Au revoir.